Ah, c'était bien le resto hier soir, hein? Ouais, moyen. T'as pas, non? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Je note. Mais pourquoi t'es aussi méchante, là? Parce que... Bah, les nouveaux critiques, c'est maintenant, hein. On y va. Viano. Bonjour à tous, et bienvenue dans la deuxième partie de Vianov. Au sommaire, Les avis clients sur Internet auront-ils la peau des professionnels du tourisme? On y répond dans notre débat. il mène sa barque, c'est le capitaine du navire, c'est le Poséidon de la Méditerranée. Thierry Pard est avec nous aujourd'hui pour une chronique économique. Et puis, vous pouvez réagir toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions en direct. Mais comme chaque jour, nous commençons par la revue de presse avec la reine de l'info, Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo, comment ça va? Bonjour, je suis ravie d'être reine de l'info, mais alors la Poséidon, c'est... Ah, ben oui, là, il y a un match, C'est petit bras. Ah oui, c'est Petit bras, je suis un peu dépitée. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la presse? Bah, écoutez, chez nos amis britanniques, évidemment, il y a un retour massif sur les conclusions du sommet de Salzbourg. C'est normal, le plan de Theresa May ne passe pas. Alors, The Guardian, évidemment, n'est pas très sympathique avec la Première ministre en titrant sur une Theresa May humiliée. Humiliated, ça veut dire humiliée. La France et l'Allemagne... Je ferai à la Inès, c'est cadeau. C'est ça. La France et l'Allemagne ont fait front contre le plan proposé. Emmanuel Macron l'a déclaré absolument inacceptable. Il a même dit... Ceux qui avaient expliqué qu'on peut vivre facilement sans l'Europe, que tout va bien se passer et que cela va rapporter beaucoup d'argent étaient des menteurs. Ah. Bon, The Times n'est pas vraiment plus tendre avec Theresa May, en pointant aussi l'humiliation de la Première ministre et la crise que le rejet de ce plan génère évidemment au sein du gouvernement, parce que pas mal de ministres suggèrent quand même carrément sa démission. C'est évident. Et puis on jette un petit coup d'œil aussi sur la une du quotidien gratuit Métro, pour le plaisir. Bah oui. Oh, il arrive normalement. Et pourquoi pas? Vous allez le voir. Pas pour la partie haute, Florian. Ah ben pourquoi? C'est bien. Mais pour le 999. Elle a envie de dormir, la dame. Oui, voilà, c'était pour ça que c'était pour le plaisir. Mais pour le 999, qui finalement désigne un petit peu l'Allemagne comme l'un des principaux opposants, c'était pas faux avec la France. Bon, mais j'imagine que d'autres pays européens relayent l'information. Alors oui, en Espagne, c'est le pays qui s'en charge. Avec l'UE considère le plan de May inacceptable. Donc finalement, les mots d'Emmanuel Macron. El País estime que le sommet de Salzbourg a mis Londres face à l'abîme d'un Brexit sans accord aux conséquences dévastatrices pour l'économie britannique. Et en France, MJ, qu'est-ce qui se passe? J'adore. Moi, écoutez, je lis mes fiches. Je cherche pas à comprendre un marqué MJ. Mais j'arrête d'écrire Marie-Joseph, c'est beaucoup trop long. Ça vous va bien, MJ? MJ, c'est bien. MJ, c'est très bien. Mais écoutez, juste Ouest France, qui met l'information en une avec Brexit, Londres doit revoir sa copie. Les autres quotidiens se sont plutôt concentrés sur la santé et la loi bioéthique. Avec Libération, par exemple, qui consacre sa une à la maladie d'Alzheimer, d'ailleurs en titrant « Faut-il parler de maladie ?» Le quotidien se demande si, au-delà de la souffrance des personnes, ce diagnostic un peu fourre-tout, faut l'avouer, ne permet pas au corps médical de se voiler un peu la face sur le vieillissement. Et puis, concernant la loi bioéthique, c'est un petit peu logique, on va trouver la une de la Croix en tête. Le quotidien décrypte la déclaration solennelle des évêques, un petit pavé de 100 pages quand même. PMA, pourquoi les évêques disent non? Bon, effectivement, le quotidien va revenir sur les 5 obstacles éthiques à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Le Figaro, de son côté, se concentre, lui, plutôt sur les opposants à la PMA qui se mobilisent. Alors, est-ce qu'on va voir encore une vague rose et bleue envahir nos rues? On ne le sait pas. La révision de la loi, c'est pour début 2019, mais le Comité consultatif national d'éthique va quand même rendre un avis mardi, donc on suivra les évolutions. Un peu d'histoire corse? Oui, parce que nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est Setiman qui sort. Setiman qui nous propose les secrets de la libération. Ah, c'est bien. Avec les témoignages du lieutenant Pancotti, qui était à la tête d'un peloton italien, et le témoignage aussi de Tony Gallon, qui a assisté au bombardement de Bastia par les Américains. Donc 75 ans après, il raconte et nous on les écoute. Et pour finir, une note encore plus positive. Oui, on finit avec l'édition du Week-end de l'Humanité qui choisit en fait la Journée internationale de la paix pour son titre et pour cette belle colombe que l'on voit là, voilà, juste là. En fait, il y a des dizaines de manifestations qui sont prévues dans le monde, évidemment au Kosovo, en Colombie, en Éthiopie, en Érythrée, Soudan Sud. Ce sont des exemples de timides avancées, nous dit le quotidien, mais quand même un titre plein d'espoir avec ce « pas d'autre choix que la paix ».
Bah, écoutez, ça augure d'un bon week-end et c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci, on va vous souhaiter un bon week-end aussi. Merci beaucoup Marie-Jo. Alors relâche pour vous ce soir pour le rendez-vous avec Célia. Mais on se retrouve en plein air lundi à la Parade. Ah oui, voilà, pour une émission exceptionnelle. On vous en dit plus un peu plus tard. Merci beaucoup Marie-Jo. Thierry Pardi, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors spécialiste de la Méditerranée, aujourd'hui vous nous proposez un focus économie. Alors avec l'Italie, Thierry d'abord, où la préparation du budget 2019 par la coalition au pouvoir préoccupe les marchés et Bruxelles. Absolument. L'Italie, c'est quand même la 3e économie de l'Union monétaire et elle est regardée de très près par les institutions européennes, mais aussi, bien sûr, par les États membres. Les orientations budgétaires préparées par la coalition entre Cinque Stelle et la Ligue d'extrême droite inquiètent les capitales européennes. Il faut dire que les membres de cette coalition ont multiplié ces derniers mois les contradictions et même les provocations envers Bruxelles. Les priorités qui sont fixées par le gouvernement italien, création d'un revenu citoyen, remise à plat du système de retraite, impôt sur le revenu à taux unique, chiffré à près de 100 milliards d'euros, pourrait faire déraper le déficit public italien. Du coup, le ministre de l'économie, Giovanni Tria, a annoncé au début de ce mois que les choix politiques de son gouvernement ne fragiliseraient pas la stabilité budgétaire du pays, mais le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici, a demandé à Rome de réaliser un effort important, notamment pour contrôler sa dette publique. Et puis politiquement, cette crispation révèle aussi le poids de plus en plus croissant du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, que l'on voit beaucoup dans les médias actuellement. Il s'est placé aussi en première ligne très dure, en refusant notamment l'accès au port italien pour les navires qui transportent des migrants. Et puis après l'Italie, Thierry, la Grèce, jusqu'au mois d'août, elle était le dernier pays de la zone euro faisant l'objet d'un plan de sauvetage. Il a pris fin, mais le contexte économique et social reste préoccupant. Oui, ce sont près de 300 milliards d'euros de prêts qui ont été injectés en contrepartie de pas moins de 450 réformes, souvent douloureuses pour le peuple grec. C'était depuis les années 2010. Une dernière aide de 15 milliards a été versée le 6 août dernier, mais si la mise sous tutelle s'achève, eh bien, la Grèce, pour autant, ne va pas voler de ses propres ailes, en tout cas pas pour tout de suite. Il y aura une période de surveillance renforcée avec une évaluation tous les 3 mois jusqu'en 2022. Il faut dire que la dette publique du pays représente pas moins de 178% du produit intérieur brut. Et le FMI la juge insoutenable. Alors même si le pays sort peu à peu de ce marasme depuis quelques années et que les premiers signes de reprise se font sentir, notamment grâce au tourisme, pour la Grèce, cette période en tout cas reste marquée à l'encre noire. 10 millions de personnes, surtout des jeunes, ont quitté ce pays. La moitié des 900 000 entreprises de moins de 10 salariés ont fermé leurs portes. Une crise sociale qui tient désormais de la crise sociétale. Merci Thierry. Et puis un mot du programme de Méditerranée au demain à 11h30. Plus sympathique. Oui, plus léger. Cap sur Venise, une ville que vous aimez beaucoup, mais évidemment. Oui, les amoureux. Voilà, et nous suivrons des collégiens qui ont participé à la célèbre régate, la Vogalonga. Seconde étape demain en Jordanie, nous découvrirons le temple de la gastronomie où une jeune chef perpétue une tradition ancienne. Pour terminer, en Slovénie, nous pénétrerons dans des grottes spectaculaires. Il y en a plus de 12 000 dans ce pays. Tout un programme que je vous invite à regarder demain à 11h30. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup Thierry. On vous retrouve vendredi prochain pour d'autres focus méditerranéens. Allez, il est 12h33, c'est l'heure du débat de Vianov. Alors les avis... Merci Thierry. Les avis et commentaires clients auront-ils la peau des professionnels du tourisme? Pour en parler, nous accueillons David Mezac, Mathieu Casasopran, directeur communication de Linéa Voyage, et Nicolas Tonini, youtubeur. Bonjour messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Rebonjour David, pour ceux qui nous suivent depuis la première partie. Sont où les choux? Je vais écouter à Max aujourd'hui. Exactement. Allez, si je vous dis, face à la répression, à la médisance, à la méchanceté, face à la jalousie, à la médiocrité, à la bêtise et à l'inconscience, à l'irresponsabilité et tant d'autres défauts qui caractérisent la nature humaine, je crie liberta. David,
C'est vous, l'auteur de ces quelques lignes, des mots forts. C'était fin août. Vous vous adressiez à vos confrères, restaurateurs, hôteliers et même plus largement encore, pour leur dire de s'émanciper des critiques en ligne. Qu'est-ce qui a motivé ce coup de gueule? J'ai plein de copains qui en souffrent. J'en ai souffert, moi, il y a quelques années en arrière. On le subit tous, hein. Tous les restaurateurs, les cafetiers, les hôteliers, peut-être les compagnies maritimes, etc. Tout le monde subit cet afflot de critiques qui souvent est injustifié, totalement subjectif, souvent est outrancier, abject. Et donc, voyant souvent mes confrères souffrir, j'ai fait ce post pour leur dire voilà ce que moi je fais. C'est-à-dire que moi, voilà, c'est terminé. Je ne réponds plus aux commentaires sur Facebook, Instagram, sur les commentaires de TripAdvisor ou tous les sites possibles, inimaginables, parce qu'ils sont nombreux. Ils font pléthore sur la toile. Donc je leur dis moi, je ne les lis plus. C'est terminé. Et je ne réponds plus surtout. Parce que le dernier commentaire auquel j'ai répondu, c'est il y a quelques années en arrière. Ce sont deux personnes qui mangeaient chez moi. Ils se sont fait un repas à la langouste. Ils ont bu les meilleurs vins. Et puis, ils ont fait les meilleures critiques possibles et inimaginables. Puis, on répond, les copains répondent, leurs copains répondent. Donc, ça devient un cercle assez vicieux et très déstabilisant. Et je leur ai dit, voilà, à partir de ce jour-là, je dis à mon frère Jean-Pierre, je dis, moi, je ne veux plus entendre parler. Je m'extrais de tout ça. Mon métier, c'est de créer de la cuisine, créer des gâteaux, essayer de rendre heureux les gens de la meilleure façon possible. J'ai d'autres choses à faire que de perdre mon temps à me contrarier avec les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que, voyant souffrir certains copains, dont un que j'ai en tête qui est arrivé chez moi en pleurant totalement, en disant regarde ce qu'on dit sur ma cuisine, je commence le matin à 6h, je finis le soir, il est 11h, je travaille comme un fou tous les jours, et en partant de là, on me massacre sur Internet. Alors on peut dire certains sont justifiés ou pas justifiés, mais il faut savoir que ça a un impact énorme sur notre travail et sur notre façon d'être. On va y revenir. Nicolas Tonine, vous êtes, vous, youtubeur, les internautes vous connaissent sous l'alias Nikook. C'est ça, oui. C'est ça. Alors votre chaîne YouTube et votre compte Instagram comptent 45 000 abonnés. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un nombre assez impressionnant. Vous comprenez la fronde des professionnels du tourisme ? Alors oui, je l'entends bien et je la trouve également justifiée. Après, c'est vrai que moi, je le fais également sur ma chaîne YouTube. J'ai une thématique, ma chaîne traite de la gastronomie au sens large, donc il y a beaucoup de domaines qui sont abordés. Et il y a également le testing de restaurant, comme on dit. Donc moi, je le fais avec un côté très amateur et surtout très bienveillant. Le but, avant tout, c'est d'abord de conseiller de bons endroits à ma communauté. Donc je me renseigne en amont. J'évite en général TripAdvisor. Plutôt sur un côté local, je demande aux locaux. Oui. Je me renseigne sur d'autres blogs aussi parce que je préfère cette démarche. Et ensuite, je comprends tout à fait David parce que c'est vrai que les critiques font mal. Surtout quand elles ne sont pas justifiées. Il peut y avoir un grain de sable un jour dans le service qui fait qu'on n'arrive pas à sortir exactement ce qu'on voulait. Et à ce moment-là, c'est toute la salle qui nous massacre. C'est vrai que c'est très difficilement vivable pour les gens qui le subissent. Non, mais il peut y avoir l'erreur faite par le restaurateur, le cuisinier, n'importe qui est une erreur humaine, mais il peut ne pas y en avoir. Tout à fait. Et ça peut être ressenti comme une erreur. Là où ça pose un problème, ces réseaux sociaux, c'est que les gens ne profitent plus du moment. On ne peut plus les rendre heureux. La seule façon où ils sont heureux, c'est quand ils vont balancer leurs critiques sur Internet. Et c'est là que c'est le caractère jouissif de la personne qui est en train de balancer son truc, impunément, sans se poser la question, ou si cela pose, c'est vraiment, alors il faut se faire soigner, de l'impact que ça va avoir sur le travail du professionnel. Et ça, c'est très dangereux. Nicolas, vous avez conscience de cette influence que vous avez sur vos abonnés ? C'est-à-dire qu'en un commentaire, vous pouvez faire ou défaire la réputation d'un établissement ? Alors oui, on en a conscience. Ça vous oblige à plus de justesse ? Alors moi, j'essaye toujours d'être le plus juste possible. Moi, les gens me suivent en général pour ce qu'ils me disent, pour mon honnêteté justement. Et le fait qu'ils me suivent au quotidien et en vidéo, il y a un attachement qui se fait, ce qui fait qu'ils ont confiance en nous. Donc moi, le but, c'est vraiment de leur redonner cette confiance en étant le plus juste possible. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai travaillé en cuisine plus jeune, donc je sais comment ça se passe aussi de l'intérieur. C'est pour ça que j'essaye toujours d'être le plus juste possible dans mes commentaires et toujours pointer plutôt les points positifs
que tout de suite, dans la nature humaine, s'acharner sur un côté négatif. Mathieu Casasoprane, le groupe auquel vous appartenez a développé différentes marques, du tourisme grand public au tourisme plus professionnel ou d'affaires et événementiel. Ce qui vous donne une vision un peu plus transversale du secteur. Vous voyez les réseaux sociaux et les avis clients comme... vous en avez une lecture un peu plus nuancée. En fait, moi, je vois deux types de catégories. D'une part, vous avez les catégories comme les youtubeurs, comme les instagrammeurs, les influenceurs, qui, eux, peuvent être utilisés pour la promotion de votre marque, de votre société ou autre. Ce sont des passionnés, qui sont passionnés par un domaine, par une activité ou autre. Ensuite, vous avez, bien entendu, les sites de notation en ligne, comme TripAdvisor ou comme Facebook, qui donnent la parole, entre guillemets, à monsieur tout le monde, comme à vous et moi, qui n'avons pas cette culture de la gastronomie ou autre, et qui se permettent de donner leur avis, souvent négatif. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut faire mal. Et dans l'anonymat. Je comprends. Et dans l'anonymat. C'est l'anonymat qui est dérangeant. Et dans l'anonymat. Tout à fait. Et après, un peu de courage quand même. Mais voilà. C'est ça. Florian. C'est ça, c'est facile. Et pour vous, c'est un levier pour améliorer son offre quand on est commerçant, j'imagine. C'est un levier, tout à fait. Moi, je parle du voyage parce qu'on travaille dans le voyage, mais que ce soit dans la cuisine ou autre, ce sont des leviers à actionner, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que nous sommes plutôt sur Instagram, sur Facebook, tandis que peut-être dans la cuisine, peut-être moi je resterai peut-être sur Instagram avec des belles photos et autres. Voilà. Ensuite, moi j'ai mon avis là aussi par rapport au client qui vient vous voir et qui ne vous donne pas son avis en face. Ah oui. De fait de nationalité, c'est vrai que nous on a ce contact, cette relation avec le client, et quand il nous arrive de voir sur la toile ce commentaire-là, bien entendu, ça nous satisfait pas. Ça, c'est certain. C'est pas lié qu'à l'insularité. Moi, j'ai des copains restaurateurs sur le continent, ils sont pas insulaires et ils le subissent de la même façon. Et l'impact, qu'il soit, je dirais, dans la spontanéité ou qu'il soit lu après sur un réseau social, c'est pareil, c'est totalement destructeur. Que l'on ait le contact avec le client qui n'est pas content, ça m'arrive de me tromper, de faire des erreurs, ça m'arrive pas tous les jours, grâce à Dieu, mais ça m'arrive. Et que le client me dise, voilà, il y a une erreur, je ne suis pas content, on peut en discuter. Ça, c'est productif. Oui. Mais d'arriver avec l'intention de démonter un restaurateur, un hôtelier, un cafetier ou une compagnie maritime ou je ne sais quoi. Il y a même des docteurs qui passent. Il y a des fleuristes qui passent. Je trouve ça... Il y a des chanteurs qui passent. Non, mais c'est vrai, en plus, même des artistes. Totalement fou. Bien sûr, bien sûr. On est dans une société où on veut être à la recherche du bonheur et on passe notre temps à chercher les problèmes. Alors que voilà, comme fait notre ami Nico, il parle de ce qui est bien. Alors oui, alors il faudrait parler toujours de ce qui est bien. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il est à la recherche de ce qui est bon, de proposer le beau, de proposer le meilleur. Et dans cette société, on ne parle que de problèmes. On ouvre la télé, on allume une chaîne d'infos, on tombe sur les catastrophes. On ouvre le journal, on tombe sur les catastrophes. Alors, moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est passer un peu votre temps à montrer ce qui est beau. Alors, mais ça sert à quoi? Ça serait bien, oui. On va demander à Nicolas, justement, je vous taquine un petit peu, mais comment on peut vous faire confiance? Je m'explique. Souvent, ce qu'on appelle les influenceurs sont rémunérés pour donner leurs avis. Est-ce que vous le précisez dans vos vidéos quand il y a des partenariats ou du sponsoring? Alors, c'est maintenant dans la loi de dire que c'est un partenariat, donc c'est toujours précisé. Moi, quand je fais un testing de restaurant, pour l'instant, à titre personnel, je n'ai jamais été rémunéré pour faire ce test. J'y vais parce que l'établissement m'inspire, que comme je vous ai dit, je me suis renseigné en amont. Voilà. Après, il peut y avoir des déceptions, je le conçois, mais comme je vous l'ai dit, moi, j'essaye toujours de relever le positif. Voilà, par exemple, on peut avoir mal mangé, mais le cadre est sympa. Mais voilà, c'est toujours un peu dans la bienveillance. Le but, c'est vraiment pas de détruire le restaurateur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Exactement. Il peut y avoir eu un problème ce jour-là. Il ne faut pas que ça devienne la référence. Et c'est très intéressant ce que dit David sur le fait que ça prend une ampleur folle. Je pense que les gens devraient aborder TripAdvisor différemment. Ils devraient plutôt apprendre à lire entre les lignes et à lire surtout entre les chiffres, à voir que quand un établissement a 8000 bons commentaires pour 10, on peut quand même commencer à s'y fier. Selon TripAdvisor, il y a plus de 500 000 avis rien que pour la Corse. C'est énorme. C'est énorme. Mais si tu regardes TripAdvisor, par exemple, tu prends les grands chefs étoilés qui ont 3, 2, 1 macaron Michelin. Où tu les retrouves, ces gens-là, dans TripAdvisor? Où?
dans les places, parce que tu as du premier au 500e, d'accord. Ouais, Et bien souvent, c'est pas dans les premiers, c'est dans les 200, 300, etc., etc. Je prends l'exemple de Paseda qui est à Marseille. 3 macarons Michelin, on va pas lui apprendre à cuisiner quand même. Hein. Eh bien, il n'est pas dans les premiers. Alors si on classe les gens du premier au 500e, par quelle autorité, par quel professionnalisme, par quelle histoire, c'est complètement fou. En sachant que maintenant, il y a des contrôles sur les avis, mais qu'il y a tellement d'avis que c'est impossible à gérer. Mathieu. En sachant que ça va encore plus se corser, parce que TripAdvisor va essayer de devenir maintenant le Facebook du voyage. Donc il va y avoir des communautés qui vont être créées, des profils, des partages encore plus. Donc je pense qu'on a encore du souci à ce Alors justement, niveau-là. on parle de Facebook, on a un petit commentaire qui est très intéressant. Comment être sûr que les avis ne proviennent pas d'amis ou concurrents directs aux professionnels critiqués? C'est impossible. On ne peut pas le savoir. C'est compliqué. Tu as un restaurateur qui ne peut pas te sentir, qui est jaloux ou avec qui tu as un conflit. Pas de problème. Ça peut arriver, bien sûr. On va se régaler ce soir avec ma chérie dans mon lit. Je vais balancer le commentaire de... Vous pensez que ça arrive? Mais bien sûr, bien sûr que ça Alors, arrive. selon la direction de la concurrence, pour les avis en ligne, pas simplement sur TripAdvisor, mais tous les avis en ligne, il y aurait 35% d'avis frauduleux. Ouais, c'est énorme. C'est quand même énorme. 35%. Mathieu. Et en parlant de frauduleux, j'ai appris qu'il y avait un gérant de société italienne Qui a été condamné. Qui avait été condamné, Tout à fait, parce qu'il proposait ses services rémunérés pour donner des bons Pour l'instant, c'est qu'en Italie. Hein. Ça va arriver sûrement en France, je pense, avec le développement de TripAdvisor. C'est pas dit, mais ça existe déjà. Oui, bien sûr. Mathieu, une question pour vous. En tant que tour opérateur, est-ce que vous imaginez construire vos offres en fonction des influenceurs ? C'est-à-dire vous renversez carrément le processus de création de ce que vous proposez aux clients. Est-ce que vous envisagez ça déjà ? Je dirais qu'on le fait déjà, parce qu'on a une vision du voyage qui, pour nous, sur les réseaux sociaux, n'est pas à but commercial. C'est-à-dire qu'on souhaite donner des inspirations aux gens, pour éviter aussi également tout type de commentaires. On a essayé de publier des offres commerciales. On avait reçu des commentaires, je dirais par exemple sur Facebook, c'est trop cher, c'est trop loin, pas assez de jours, pourquoi pas la Tanzanie au lieu du Kenya, voilà. Donc nous on a pris le parti de vendre entre guillemets du rêve, de vendre la destination et laisser l'internaute se projeter dans cette destination. Voilà. C'est de la communication, je dirais indirecte, on ne vend pas directement sur les réseaux sociaux parce que c'est pas le but pour moi, voilà. À ce niveau-là. Ces nouveaux critiques, est-ce qu'ils sont le nouveau bouche à oreille? Ben oui. Hein. Pour le pire comme pour le meilleur. Ah oui, pour le pire comme pour le meilleur, bien sûr. Bien sûr. Ce sont les nouveaux, de toute façon, ce sont les nouveaux médias. Et ils sont incontournables. Voilà, et l'expérience. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où l'expérience client est devenue, depuis les années 2010, incontournable pour les publicistes, il vaut mieux avoir un client qui va vous dire oui, voilà, j'aime cette cuisine, j'aime ce voyage, plutôt que vous la mettre en avant. Donc, à partir de là, il faut faire avec. Il y a des métiers qui se sont créés, community manager, des sociétés je trouve plus le mot, excusez-moi, des sociétés pour gérer les mauvais commentaires, de modérateurs, pardon. De modérateurs, oui. Voilà. Et donc, il faut faire avec, je pense. Hein, à partir du moment où ça se développe, ce sont des machines trop puissantes. À ce niveau-là, il faut les utiliser à bon escient. Moi, je gère mon image par moi-même. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est instantanée. Je sais avec mon équipe, on produit un gâteau, on produit une sauce, voilà, elle est gérée dans l'instant. Il y a la grosse unité, comme vous, qui avez besoin de mettre tout ça en place. Mais des petits restaurateurs comme nous, des petits commerçants, on gère ça au jour le jour. C'est plus un partage qu'une promotion pour vendre des gâteaux ou pour vendre un plat. C'est un partage entre mes amis et les gens qui nous suivent. Il ne faut pas tout ramener à l'aspect commercial. Et c'est ça le problème. Pourtant, ça a un impact. Hein. Ces avis, selon l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, ces avis peuvent causer une variation de 10 à 20% sur le chiffre d'affaires des établissements. Est-ce que vous l'avez constaté Mais bien sûr. C'est pour ça que les gens ils sont démontés par ces avis négatifs qui sont assassins, parce que ça a un impact important. Moi, j'ai un ami, je ne peux pas citer le nom, mais qui est venu me voir, comme je disais, en larmes. Ça avait un impact sur son activité très, très importante. Parce que c'était une destruction, une grosse machine à détruire un restaurateur. Il se peut qu'il y ait des gens qui se liguent pour faire ça, et ça détruit une famille. Nicolas, quels sont vos critères, vous, d'évaluation, tout simplement, quand vous allez dans un restaurant? Alors moi, je me fie vraiment à mon ressenti, le moment présent. C'est un tout, hein, le service, la cuisine, l'ambiance. Voilà, c'est vraiment global. Ensuite, je donne un avis, comme d'habitude, qui n'est pas très tranché.
je pointe les points positifs. Je dis voilà, j'ai adoré le service, c'était très agréable, la cuisine était très bonne. Et s'il y a un souci, je vais pas mentir à ma communauté parce qu'elle me fait confiance, justement, elle me suit pour ça. Il y a vraiment une relation limite amicale qui se crée avec les abonnés parce qu'on échange beaucoup. Donc ils ont l'impression de nous connaître, surtout qu'en vidéo, ça parle plus que sur un blog écrit. Ils me voient, et puis ils voient en même temps l'établissement. Bon, je demande toujours l'autorisation au restaurateur quand j'arrive. Vous le dites, vous annoncez. Oui, je m'annonce. À ma communauté, je me décris pas du tout comme un critique gastronomique. Je dis c'est mon avis qui n'engage que moi. Et ensuite, voilà, je donne mon avis, mais le plus honnête possible. C'est pour ça qu'on fait une distinction entre les blogueurs, les Instagrammeurs et les influenceurs, avec les commentaires sur Facebook et sur TripAdvisor, qui sont pour la plupart anonymes et pour la plupart négatifs. Voilà. Oui, mais vous faites la différence, c'est un professionnel. Oui. Mais le client qui arrive à Ajaccio, par exemple, il va lire ces commentaires qui sont bons, mauvais. Parce qu'il y a des bons, quand même. Oui, bien sûr. Oui, des bons, heureusement. Malheureusement, la critique est toujours plus facile. Voilà. Donc Lui, sur quoi il se repère? Il va pas lire les 500 commentaires, il va lire les 5 premiers. Alors, quelle solution, David? Est-ce que c'est la fin de l'anonymat? Est-ce qu'on demande, en tant que professionnel, à être retiré de la liste? C'est impossible. Ça, c'est impossible. Ouais. On ne peut pas être retiré. Je pense, moi, je n'ai jamais demandé, mais je pense pas que ça soit. Si c'est pas un, c'est l'autre. Après, donc, à un moment donné, vous allez, de procédure, il y a eu un exemple. Vous allez ressortir. Non, moi, ce que je demande aux gens, aux clients, c'est de profiter du moment. Profitez de votre femme qui est en face de vous, discutez avec vos amis, avec vos enfants. Profitez du moment. Mais ils sont là, ils ont le téléphone à la main. La seule chose qui leur importe, c'est d'avoir une superpuissance sur ce qu'ils vont faire. Alors non, moi je dis aux gens, sans quoi misère, profitez de ce que vous faites, du moment, de l'instant. Vous avez assez de problèmes dans la vie comme ça pour pas vous en rajouter. Et c'est franchement pas utile. C'est utile à quoi de massacrer quelqu'un sur Internet parce que l'autre côte, elle n'était pas assez cuite ou que la salade, il m'en a manqué deux dans l'assiette. Et ce sera là votre conclusion, David. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on se retrouve, nous, dans quelques minutes, après le journal d'Emilia Rodot, pour la troisième et dernière partie de Viano, avec nos invités, que vous allez découvrir tout à l'heure. Vous allez voir, le vendredi, c'est permis le vendredi. On aura de l'horoscope et on aura aussi des bons plans. À tout à l'heure.